Salut à tous, bonjour. Pour ceux qui sont loin, je vois qu'il y en a qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Ça me fait bien plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle session des webinaires d'automne de WeYield. Donc, comme vous le savez, les salons ont malheureusement été annulés, donc on n'a pas pu se voir en présentiel. On avait déjà, à l'occasion de l'ITB annulé au mois de mars, organisé un webinar. Et puis là, avec l'annulation des salons du WTM à Londres et de Topresa, l'IFTM à Paris, on a décidé d'organiser une session plus longue avec un sujet par jour pour pas vous bloquer toute une journée de webinar, mais seulement 1 heure. Donc tous les après-midi, heure Paris, c'est en français, et tous les matins à 10h, c'est en anglais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel Scuto, le fondateur de WeYield. Ça fait 25 ans que je suis dans le métier du revenu management et une bonne vingtaine d'années maintenant en location de voitures. Chez WeYield, en fait, on est une société d'édition de logiciels et en même temps de conseil. On aide les loueurs, les propriétaires d'entreprises ou les revenus managers à finalement se transformer, à changer. Et c'est souvent des personnes qui ont des frustrations entre le niveau d'information dont ils disposent et ce qu'ils voudraient avoir pour pouvoir piloter de façon plus efficace et maximiser leur performance. Donc voilà, nos séminaires vont commencer. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, cet après-midi, on a donc Nathalie Aubin, qui est la fondatrice de l'Amiral Fleet Management, une société de conseil en optimisation de la flotte. Nathalie a une très grande expérience dans ces problématiques ô combien difficiles. Elle a dirigé ces départements pour Europcar International, Europcar France, et elle va nous partager en fait son expérience. Concrètement, vous avez la possibilité d'interagir avec Nathalie. Si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, l'idéal c'est d'utiliser le bouton en haut à droite de votre écran qui est le petit menu questions. Donc elle y répondra en fin de présentation ou bien en cours de route si ça fait vraiment du sens par rapport au sujet abordé. Et puis on va également interagir avec vous en cours de session. Et donc, on vous posera des questions et on vous demandera d'y répondre via le chat. Donc, c'est le bouton réponse qui se trouve en bas à droite. Et on va tester tout de suite pour savoir si le son et l'image sont OK pour vous. Si vous pouvez me répondre dans le chat, oui, c'est OK ou OK. Ça me permet de vérifier si vous êtes bien, s'il n'y a pas de problème particulier. OK, merci Anne-France. Merci Benjamin, Emmanuel, Audrey. Super, merci beaucoup. Alors, comme on est en webinaire, je sais qu'il y a plein de distractions possibles, vos téléphones, vos emails, vos WhatsApp et vos Slack. Donc, ce que je vous propose, c'est pour avoir un maximum d'échanges, c'est de vous mettre en mode avion sur vos téléphones et de couper tout ce qui peut vous déranger pendant cette heure durant laquelle on va être ensemble. Du coup, la qualité des échanges va être renforcée. Donc, voilà. Dernière petite chose pour l'audience et pour tous ceux qui nous font la gentillesse de participer. On espère que vous allez apprendre plein de choses. Et puis, pour vous remercier, en fait, WeYield vous proposera une offre spéciale en fin de session, offre gratuite, j'entends, que ça va faire rigoler, forcément. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une offre gratuite. Donc voilà, j'accueille Nathalie. Bonjour Nathalie, et je te mets en scène. Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Merci Emmanuel pour ton introduction et surtout cette invitation sur ce webinaire WeYield. Donc aujourd'hui, on va parler du fleet management en période d'incertitude. Ce que je vais partager surtout avec vous, ce sont finalement mes expériences de situations pas tout à fait exactement les mêmes que celles qu'on vit en ce moment, mais avec des similitudes, ce qu'on pourra en retenir et puis essayer de vous donner un petit peu une méthodologie des points d'intention à avoir dans ces périodes particulières. Je vous donnerai aussi en fin de séance ma vision un petit peu de comment les choses peuvent se projeter dans le futur pour 2021-2022. On n'ira pas beaucoup plus loin, vous comprendrez bien que en ce moment, c'est assez difficile de se projeter plus loin.
Et puis voilà, encore une fois, ce que je souhaiterais, c'est que pour vous, le temps que vous allez passer sur ce webinaire va vous donner des pistes, des idées de réflexion que vous allez pouvoir mener chez vous. Chaque marché est différent, les tailles de flotte sont différentes aussi d'un pays à l'autre. Donc, j'ai pas la prétention de vous donner toutes les solutions à vos problèmes, mais en tout cas une mécanique de réflexion, de choses qu'il faut regarder, qui, elle, pourra s'appliquer partout. Donc, on a un timing qui est d'environ, enfin, on s'est donné 1 heure pour être, voilà, pour ne pas déborder. Maintenant, si j'arrive à tenir le timing d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça nous laissera ensuite 10 minutes, 1/4 d'heure pour échanger avec vous et répondre aux questions qui se seront posées en cours de webinaire. Voilà. Donc, bien, avant de commencer ce webinaire, peut-être quelques mots pour me présenter, même si Emmanuel a déjà avancé quelques points en ce qui me concerne. Donc, effectivement, moi, la location courte durée, je suis née dedans toute petite et puis je suis plus toute jeune. Hein. J'ai déjà fait 35 ans dans ce métier, à différentes fonctions, mais toujours en fleet management, que ce soit en France, en Europe ou sur des fonctions groupe. Et mes dernières fonctions, j'ai occupé le poste de directeur de la flotte chez Europcar Mobility Group France et j'étais membre du comité de direction, ce qui me permet aussi d'avoir à la fois une vision du fleet management dans toutes ses dimensions et sur des problématiques pays différentes, et puis d'avoir à la fois une vision stratégique et très opérationnelle des choses. Je suis donc ravie de partager avec vous mon expérience dans ce contexte qui est vraiment particulier de l'incertitude. Donc, la situation actuelle, vous la connaissez. On est dans une situation extrêmement compliquée. Et ce qui caractérise cette situation, c'est que pour le coup, c'est une vraie crise puisqu'elle touche tous les pays ou presque sur cette planète et tous les échanges sur tous les pans de l'économie. Donc, c'est vraiment la différence avec d'autres crises qu'on a pu connaître. Je dirais qu'il y a des événements qui perturbent notre quotidien, qui créent de l'incertitude. On pense par exemple à des cas comme le volcan islandais, comme Fukushima, qui ont touché nos métiers, qui ont touché aussi la chaîne d'approvisionnement chez les constructeurs automobiles. Mais si on veut se comparer, je pense qu'on pourrait plutôt se comparer à la situation de 2008-2009, qui avait été certes un petit peu moins violente ou qui s'est en tout cas déclinée progressivement en partant des US pour aller se répandre un peu sur tous les continents. Là, le Covid, c'est vraiment quelque chose de très brutal. On a eu la Chine d'abord et puis ensuite, finalement, tous les pays ont été assez rapidement touchés, l'Europe en premier. Mais maintenant, tout le monde est concerné. Maintenant, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que des crises, ma foi, on en a déjà vu, on en aura d'autres, et on s'en sort. Et il y aura un après. Il y aura un après cette crise, et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on gère le pendant, l'urgence et l'après? Donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est 2 expériences qui peut-être vont résonner par rapport à ce qu'on vit actuellement. La première expérience, j'en parlais tout à l'heure, je parlais de la crise des subprimes aux États-Unis. La première expérience, elle se passe dans ces années-là, 2009-2010. On est en Espagne. Et si je fais un parallèle avec la situation actuelle, les ventes des constructeurs automobiles se cassent la figure, les ventes VN aussi bien que le marché de l'occasion, et puis le marché de la courte durée s'effondre aussi, la demande s'effondre et on perd 30, 40, 50% du business. Et à l'époque en Espagne, on se dit là il va falloir
vraiment baisser la flotte. Alors, on fait ce que vous avez tous fait là pendant la situation du Covid. On regarde tout ce qu'on peut anticiper dans nos ventes, tout ce qu'on peut décaler dans les achats, tout ce qu'on peut renégocier. Mais vous savez qu'il y a une certaine limite à cette flexibilité. On va arriver à baisser très vite 10, 20, 30% de la flotte. De là à atteindre les 40, 50% et à l'installer dans la durée, c'est plus compliqué. On avait une situation en plus qui était particulière en Espagne, c'est que plus de la moitié de la flotte était faite de véhicules achetés en risque, dont je vous ai dit précédemment. Le marché de l'occasion se casse la figure, il n'y a plus de demande, les prix s'effondrent, évidemment, les produits qui se vendent le mieux, on va arriver à les mettre sur le marché. Excusez-moi, on dit juste d'essayer de ne pas taper sur la table. Donc, je vais essayer de ne pas taper sur la table. Voilà, je partage avec vous. Oui, donc, situation de l'Espagne. Donc, on a une grande partie de la flotte qui est achetée en risque. Le marché de l'occasion ne se porte pas bien. Vendre ces véhicules sur le marché de l'occasion, on n'a pas de demande. Deux, c'est des pertes importantes parce que les prix sont extrêmement bas. Donc, on cherche à ce moment-là des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire de cette flotte en Espagne? On ne peut pas la conserver telle que. Et on n'a pas bien de solution par rapport aux habitudes qu'on connaît. Donc, ce qu'on a fait, on s'est mis tous autour de la table, on a réfléchi à de nouvelles solutions. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de faire du partage de flotte et de jouer la solidarité du groupe. Alors, on n'a pas toujours un groupe et d'autres pays limitrophes pour faire ce type d'expérience. Mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'au-delà de la solution, ce qu'on a mis en place, c'est une réflexion commune pour trouver une alternative, parce qu'en situation de crise, on n'a pas le choix, il faut trouver des alternatives. Et l'alternative qu'on a mise en place à ce moment-là, ça a été le partage de flotte entre les pays. L'avantage d'avoir mis en place en plus cette solution, c'est qu'elle fonctionne à court terme. Immédiatement, on a pu réduire la flotte de l'Espagne. Et puis, sur le long terme, on a appris à gérer ce type de partage. On a appris ce qu'étaient les contraintes légales, ce qu'étaient les contraintes fiscales, ce qu'étaient les contraintes qu'on pouvait avoir dans nos contrats avec les constructeurs qui, eux aussi, protègent leurs frontières. On a appris la gestion opérationnelle, tous les aspects logistiques de quand j'envoie ma flotte vers un autre pays, quand je la reçois, qu'est-ce qui se passe entre les deux, où sont les limites d'utilisation que nous impose l'Europe pour louer ce type de véhicule d'un pays à l'autre. Voilà, ça c'est un premier exemple. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple. C'est toujours à la suite de cette crise des subprimes. Là, on est 3 ans plus tard, on est en France. Et là, la situation est un peu différente. Là, on a une demande qui se porte bien. On a eu le contre-coup comme en Espagne un peu plus tard, 2009-2010, et puis après l'activité est repartie. Europcar à ce moment-là avait de grandes ambitions de croissance de ses activités et il fallait pouvoir accompagner cette croissance et le développement des nouvelles formes de mobilité. Et sauf que dans le même temps, le marché automobile, lui, était en souffrance. Et donc, la chute du marché qu'on avait observé 3 ans plus tôt en Espagne, c'est en 2012 qu'on l'a observé en France. Et le marché s'est affaissé de un peu plus de 300 000 unités. On est passé d'un marché à 2,2 millions d'unités en France à 1,8 million, 1,9 million. 300 000 véhicules quand la location courte durée représente à peu près 12% de ce volume sur le marché français, c'est automatiquement entre 40 et 50 000 véhicules en moins disponibles pour la location courte durée qui se répartissent un peu chez tous les acteurs. Et alors, pour tout arranger, donc non seulement tous nos constructeurs nous ont dit désolé, mais cette année, on va devoir baisser les volumes ou au mieux stabiliser par rapport à ce qu'on a fait à présent jusqu'avec vous. On a eu notre premier fournisseur, et là, j'attire votre attention sur ce genre de choses, c'est que quand on est très, très dépendant d'un fournisseur et que le marché se retourne, on est à risque. Et c'est ce qui nous est arrivé, c'est que le premier fournisseur, celui qui représentait un quart du volume
de la France à ce moment-là est arrivé avec une offre sur la table en baisse de 70%. Donc, on cumulait à la fois des baisses de volume chez tous les constructeurs, le premier fournisseur qui n'est pas au rendez-vous et l'incapacité de compenser ailleurs. Alors, la problématique, c'est comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on veut augmenter sa flotte, mais qu'on n'a plus de VN sur le marché. Alors, on va bien évidemment commencer par repousser toutes les durées de détention. Ça a aussi sa limite. Quand on fait de la location courte durée, à un moment donné, on ne peut pas avoir des véhicules sur la route qui ont atteint des kilométrages au-delà de 100 000 ou 150 000. Il y a une limite à l'exercice d'étendre la durée de détention au-delà des aspects financiers. Et donc, il a fallu trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, on a remis en place ce que j'appelle le cross-border, qui est le partage de flotte entre les pays. L'avantage, c'est que ce qu'on avait appris 3 ans plus tôt en Espagne, on a pu le réactiver très vite. Et en plus, on avait appris, donc on l'a fait en mieux. Deuxième chose que l'on a fait, on s'est dit, mais pourquoi n'acheter que du véhicule neuf? Peut-être qu'on pourrait se tourner vers le marché de l'occasion récent. Et ça nous a amené à la troisième réflexion, qui est de se dire, finalement, la problématique des loueurs aujourd'hui, c'est de nous vendre des véhicules qu'ils vont devoir récupérer à la fin du buyback, au bout de 6 ou 8 mois, alors qu'ils ont déjà des stocks importants de VO, puisque le marché est déprimé. Donc, on s'est dit, pourquoi pas se tourner vers le marché du risque? On était plutôt habitué à avoir une grande partie de notre flotte en buyback et très peu d'achats en risque. On s'est dit, là, il y a quelque chose à aller creuser. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a pu à la fois acheter des véhicules neufs qui ont permis de soutenir les ventes de nos partenaires. Là, ça leur posait plus de problème puisqu'on n'avait pas le buyback. Et donc, c'est venu en complément de nos buybacks. Et on a pu aussi même racheter des VO qui étaient d'anciens buybacks chez ces constructeurs qu'on a pu réutiliser, puisqu'un VO qui avait 6 mois, finalement, on pouvait le reprolonger facilement 3-4 mois. Donc, à la fois, on se donnait du volume et à la fois, on aidait le constructeur en finalement en lui permettant de repousser ses stocks de 3-4 mois, de lisser le problème sur la durée. Donc, Nathalie, juste, je voudrais interagir avec l'audience là. Comme ça, rapidement, quelle est la part de marché, on va dire, de votre plus gros, de votre premier fournisseur, de votre première marque automobile dans vos propres opérations? Nathalie disait que 25% de son plus gros, c'était problématique. Est-ce que vous avez votre plus gros fournisseur, il a Renault, Ford, j'en sais rien qui, hein, il a plus de 25, il a 30, il a 40, ou c'est jamais, vous dépassez jamais 15? Est-ce que vous pouvez répondre en chat juste le chiffre de votre premier 40 pour Augustin? Ok. D'autres commentaires de l'audience? Étienne, moins de 25. Ouais, on tourne quand même dans le quart, voire plus du quart. Hein. Voilà. Intéressant ton commentaire, merci. Merci pour ça. C'est vrai que c'est une bonne question, Emmanuel, parce que en période d'incertitude, ce qui est important, c'est de réduire au maximum son exposition au risque. Et quand le marché se retourne, les stratégies des constructeurs, elles peuvent changer. Et dans ces cas-là, c'est vrai que quand on a 50% de sa flotte représentée par un seul fournisseur, si soit il change ses conditions de manière assez importante ou qu'il baisse ses volumes, il faut vite pouvoir se retourner vers d'autres. Donc, moi, j'ai plutôt un conseil sur ce sujet-là. Tips numéro 1, se diversifier au maximum et surtout sur les catégories et les modèles où on a peu d'autres alternatives dans sa flotte. OK. Alors, ce que je propose, voilà, merci beaucoup. Ce que je propose, c'est que nous passions maintenant, à la présentation. Donc, passer ces 2 expériences, ce que je voudrais vous dire, c'est que finalement, quand on s'occupe de planifier la capacité, qu'est-ce qui est important de regarder? Bon, évidemment, le volume. Le timing, vous verrez que c'est aussi important de s'occuper de cette dimension-là.
le mix catégorie modèle, les fleet costs, le taux d'utilisation, le revenu par véhicule, et je vais rentrer de chacun de ces chapitres-là pour vous montrer à la fois ce qui est important de prendre en considération et voilà, et quelques petits conseils sur le sujet. Alors, je vais commencer par le volume. Et le volume en période d'incertitude en particulier. D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on est comme ça dans des contextes très incertains, ce qui peut arriver, c'est qu'une fois qu'on a réglé les urgences, de mettre à l'abri ses salariés, de réduire la flotte, de s'adapter, de fermer les agences, faire tout ce que vous avez eu à mettre en place, quand on commence à se projeter, à essayer de penser à demain, on peut avoir tendance à être un peu fixé sur place, à se dire oh là là, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux confinements? Est-ce que cette période sanitaire va s'arranger? Est-ce qu'on va arriver à contrôler l'épidémie? Puisqu'au fond, le vrai sujet aujourd'hui, c'est ça, c'est la capacité des États à contrôler l'épidémie. Et donc, il y a des périodes où ça va un petit peu mieux, mais on reste quand même un peu sous contrainte dans nos déplacements. C'est ce qui gêne nos activités aujourd'hui. Et puis, on a ces périodes où on est obligé de se confiner. Aujourd'hui, beaucoup de pays fonctionnent au ralenti, confinés avec des secteurs d'activité qui sont totalement arrêtés, d'autres qui tournent difficilement. Et on se dit, bon, mais très bien, mais comment est-ce que je peux me projeter en 2021 avec de telles incertitudes? Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'incertitude, d'abord, elle ne porte pas sur la totalité de la flotte. Et l'exemple que je veux vous montrer là sur ce graphe, c'est exactement ça. Si vous prenez la référence de 2019, donc mettons que alors les chiffres sont pas importants, ce que j'essaye ici, c'est imaginer que vous êtes sur une taille de parc de 100, et que vous avez un niveau de certitude, ou vous aviez jusqu'à maintenant un niveau de certitude de 80%, une marge de potentiel de business en plus, qui est la zone orange, d'une quinzaine de pourcents, et puis une frange qui est ce que j'appelle la zone grise, la zone d'opportunité ou de risque de ne pas faire l'activité que vous aviez prévue. Donc là, on va dire que c'est notre référence. Maintenant, si on regarde 2020, qu'est-ce qui s'est passé? On a notre demande qui s'est affaissée, la zone en bleu, et puis on a essayé de jouer, de piloter cette partie en orange en fonction des périodes, confiné, pas confiné, je vais chercher du business, je remonte un peu ma flotte. Voilà ce qu'est 2020. Maintenant, si on se projette en 2021, on pourrait se dire, j'ose espérer quand même, on va essayer d'être un peu optimiste quand même, c'est que 2021 devrait être en principe une année un peu meilleure que 2020. Si on a encore des confinements, ils vont être plus légers que les premiers confinements, et on peut espérer, puisqu'on nous en parle beaucoup, qu'on arrive enfin à avoir un vaccin en cours d'année. Donc, mettons qu'on se mette sur une hypothèse basse, on sécurise, on dit le minimum, c'est au moins le minimum que ce que j'ai fait cette année. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce minimum, déjà, d'ores et déjà, on sait que on peut le sécuriser. C'est pas la peine d'attendre. On peut le sécuriser, on peut commencer à négocier avec les constructeurs, on peut s'engager contractuellement avec les constructeurs. Et puis, en plus, ça a de bon sens, c'est qu'on leur donne de la visibilité. Il n'y a rien de pire que d'avoir des clients qui savent pas où ils vont, parce que ils peuvent toujours prévoir dans leur plan de production des choses en fonction au cas où, mais à un moment donné, ils ont besoin aussi d'être rassurés. Et avoir en face d'eux des clients qui savent où ils vont, qui donnent de la visibilité et qui partagent, c'est plutôt rassurant pour l'avenir. Et puis, ça permet aussi de placer, et on verra tout à l'heure pourquoi c'est important, des premières commandes pour sécuriser ce volume-là. Ensuite, on a donc cette zone en orange. Cette zone en orange, c'est ce que j'appelle moi le maxi. C'est-à-dire quand on va parler au constructeur, on va dire voilà, le minimum que je vais faire, c'est ça, mais potentiellement, je peux aller jusque-là. On lui donne aussi une forme de visibilité. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va sécuriser une partie du volume, mais on va y introduire de la flexibilité.
C'est-à-dire qu'on va jouer sur les durées de détention, on va éviter de s'engager sur des durées fixes, par exemple, et on pourra, ça m'intéresse d'ailleurs de savoir où vous en êtes par rapport à ça, je vous poserai la question après. On voit dans certains pays, on est habitué, on achète pour 6 mois, on renouvelle tous les 6 mois et la flexibilité d'être 15 jours avant, 15 jours après. Avec d'autres, on va avoir des formes qui sont des formes non écrites. On travaille avec un partenaire de proximité, un concessionnaire, on a l'habitude, on travaille depuis longtemps ensemble, on lui rend les véhicules, et puis finalement, on lui rend un peu comme on veut, on dit qu'on l'a arrêté là, mais on l'utilise encore 15 jours, 3 semaines, un mois de plus, et puis personne n'est très regardant, et tout ça, ça fonctionne assez bien quand il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a des problèmes, il vaut mieux avoir un peu encadré les choses. Donc là, on va sécuriser du volume, mais on va faire très attention à la flexibilité, même si elle est coûteuse. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est par exemple, vous êtes sur une durée, vous savez que vous allez utiliser vos véhicules en moyenne 8 mois. Prévoyez une restitution dès le 2e mois de la livraison. Prévoyez une restitution jusqu'au 12e. Le constructeur va vous dire « Ah non, mais moi, je ne veux pas de véhicule restitué après 2 mois ». La question, c'est pas la question, c'est surtout à quel prix je les restitue à 2 mois. Parfois, il vaut mieux restituer à 2 mois et payer 6 de détention, je veux dire en amortissement, mais d'avoir tout de suite l'effet du cash à avoir restitué les véhicules plus tôt. Idem, si j'ai besoin de les prolonger dans la durée, il vaut mieux payer une dépréciation un petit peu plus élevée si derrière j'ai un vrai potentiel d'aller chercher du client, de servir du client, de saisir une opportunité, de faire du revenu. Donc, il y a la flexibilité à un coût raisonnable si vous avez besoin du 8 mois qui va se situer entre 6 et 10 par exemple. Et puis, il y a la flexibilité qui coûte certes, mais qui du coup est entendable par le constructeur, qui va être la flexibilité entre 2 et 6, par exemple, et entre 10 et 12. Et puis, alors, après, on arrive sur cette zone grise. Alors, oui, donc je disais tout à l'heure, j'allais vous poser la question, de la même manière que je vous ai posé, que Emmanuel vous a posé la question de la place de votre premier fournisseur, est-ce qu'aujourd'hui, certains d'entre vous ont encore des durées fixes dans leur contrat, c'est-à-dire des durées où finalement la flexibilité est inférieure à 1 mois entre la durée minimum et la durée maximum de détention. Est-ce que vous avez encore ce type, est-ce que vous êtes dans ce type de situation? Tu peux répondre dans le chat en bas à droite. Là, c'est juste oui, non. Hein. Non, ok. Donc non, ça veut dire j'ai de la flexibilité au-delà d'1 mois. Oui, ça veut dire je n'en ai pas. Hein. D'accord. Donc ça, c'est un point d'attention. Alors non. Élodie change. Alors elle dit non. Ouais. Ouais. Donc ensuite, on arrive sur cette fameuse zone grise. Merci. On arrive sur cette fameuse zone grise qui est la zone d'incertitude. Alors la zone d'incertitude, on peut l'appeler incertitude, on peut l'appeler potentiel aussi. C'est du potentiel, c'est-à-dire que si on l'a mis là, c'est que on se dit qu'on peut aller mener des actions pour aller chercher à remplir cette zone grise. C'est une opportunité aussi pour la flotte de regarder le marché pour que le moment venu, on puisse aller chercher non pas un sport deal, mais un spot deal. Le spot deal, c'est quoi? C'est on se tient informé de ce qui se passe pour recevoir des offres. Imaginez un constructeur qui est un peu en difficulté sur un produit en particulier, sur une période en particulier. Il a besoin, je dis n'importe quoi, il a besoin d'avoir dans 6 mois, il n'a pas assez de VO sur un certain type de produit, il a besoin de réalimenter son circuit VO. Il va vous faire une proposition à l'achat, enfin en buyback, il va vous faire une proposition pour placer du volume chez vous qui va pouvoir recycler en VO 6-8 mois plus tard. Il est prêt à vous faire des bonnes conditions pour ça. Ça, il faut savoir l'entendre, il faut être à l'écoute de ça, et ça veut dire que on reste en veille, on s'intéresse, et au moment où ce
spot deal où cette offre arrive sur la table, on est capable de dire, bon, comment est-ce que je la traite? Est-ce que je l'intègre ici? Est-ce que j'ai suffisamment de flexibilité pour finalement aller la réintégrer et quelque chose que je n'ai pas encore contractualisé va remonter dans le potentiel? Ou bien est-ce qu'une partie de mon potentiel ici finalement va se confirmer? Donc pour l'instant, j'ai en tête ce spot deal. Je sais que j'ai encore 2-3 mois pour me décider. J'ai une solution si j'ai l'opportunité côté business. Est-ce que c'est clair sur cette partie-là du volume? Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que ça fait du sens? Ok, merci Augustin. Apparemment oui. Ouais, pour Étienne aussi, oui, très clair. Okay. Est-ce que vous aviez avant cette notion de garder de la flexibilité dans vos deals, cette notion de spot deal, ou c'était plutôt quelque chose de pas trop connu? Apparemment, ça fait du sens pour tout le monde. Ouais. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Donc là, en effet, la première chose, c'est essayer de sortir de l'ornière de cette incertitude et voir déjà tout ce qu'on peut sécuriser. Et puis, ça rebondit sur un autre sujet qui est le sujet du timing. Parce que finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est ici au mois de novembre. Donc, en général, quand on est au mois de novembre, alors après, ça dépend encore une fois des habitudes, des marchés, des volumes que l'on a à discuter. Voilà, moi, quand j'étais dans mes dernières fonctions et qu'il fallait acheter plusieurs dizaines de milliers de véhicules, je ne m'y prenais pas au mois de novembre, mais plutôt avant l'été pour faire mon sourcing de l'année suivante. Mais voilà, la date, quand on arrive en novembre, on arrive normalement à la fin d'un processus. Pourquoi ce mois de novembre est-il aussi important? C'est parce que il est surtout important par rapport à la date des premières livraisons. En fait, si on fait du rétro-planning, les premières livraisons, si elles interviennent dès le mois de janvier, si on considère qu'on a 3 à 4 mois de délai de fabrication entre le moment de la commande et le moment de la livraison, ça veut dire qu'on a plutôt intérêt avant la fin de l'année, voire même septembre, octobre, quand on a des volumes à faire rentrer très tôt dans l'année, on a plutôt intérêt d'avoir déjà négocié les conditions avec les constructeurs, d'avoir déjà contractualisé. Donc, si je remets ça dans la dynamique de ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à l'incertitude, on va dire que quand on est novembre jusque fin d'année, début d'année suivante, on est dans la phase de négociation, de contractualisation, et là, on va sécuriser notre minimum et on va intégrer du maximum, mais avec de la flexibilité, toujours. Et puis, quand on a fait ça, on est en mesure de passer nos premières commandes pour lancer la production, parce que le constructeur, il peut prendre des risques et puis dire, mon client n'a pas encore passé commande, on ne s'est pas encore mis d'accord, mais il y a des chances que ça dépend de son envie de prendre des risques ou pas par rapport à vous. Et puis, il va sécuriser ce qu'il a envie de sécuriser, pas forcément ce dont vous avez besoin. Et donc, ça veut dire que quand vous arrivez trop tard dans la discussion, on va vous dire, oui, mais désolé, moi, j'ai prévu des volumes pour toi, mais j'ai pas mis telle catégorie, j'ai pas mis tel modèle, ou bien j'ai prévu, mais comme d'habitude, tu m'en prends pas en janvier, je t'en ai pas mis avant le mois de février. Ah, pas de chance, j'en voulais en janvier cette année, c'est raté. Donc, il vaut mieux éviter de lui laisser prendre la main tout seul. Plus on va lui donner d'informations en amont, mieux ce sera. Ça ne nous empêche pas, en parallèle, d'optimiser nos plans. C'est-à-dire que entre le moment où on va avoir passé la commande et le moment de la livraison, on a une fenêtre de 3-4 mois devant nous qui nous permet, là, on a parlé de volume minimum maximum, on n'a pas parlé de mensualisation. On peut encore travailler, vous vous souvenez, entre le minimax, on travaille nos flexibilités, mais on travaille aussi les couvertures d'une catégorie à une autre, à quel moment on fait rentrer nos VN, à quel moment, quelle durée on va les conserver en flotte en fonction du stock que l'on a déjà. Et donc, on a encore toute cette période pour travailler. Donc, on n'est pas le couteau sous la gorge au mois de novembre. On peut contracter en novembre et continuer d'optimiser nos plans de flotte pendant cette phase de 3-4 mois pour faire les ajustements dont on a besoin.
On a parlé de la visibilité à donner aux constructeurs. Il y a une autre visibilité qui est importante à donner, c'est pour garantir l'efficacité ensuite de la logistique, c'est de donner la visibilité qu'on va donner aux constructeurs, c'est aussi une visibilité que vont pouvoir avoir les logisticiens. Parce que selon les organisations qu'on va avoir dans les différents pays, si vous recevez un véhicule qui est bon à la location, qui est prêt à louer, de toute façon, il va être passé par une phase de transport entre la sortie d'usine, le lieu auquel le véhicule doit arriver. Ensuite, on a cette phase de préparation. Il y a des ressources, il y a du personnel derrière qui doit gérer cet afflux de véhicules à livrer, à préparer. Et puis, à nouveau, on va avoir une autre opération de transport vers l'agence finale. Donc ça, c'est important de donner cette visibilité à l'avance. Qu'est-ce qui se passe quand on négocie trop tard? Le constructeur, à la fin, il va mettre la machine sous tension. Il va vous dire, je vais faire mon maximum du côté des productions, mais il y a des risques que ça se passe pas comme prévu. Et puis, les logisticiens vont faire le maximum pour livrer quand vous voulez, mais il n'est pas dit non plus que ça se passe comme prévu parce que ça n'a pas été anticipé. D'accord? Donc, plus on va anticiper, plus on va respecter ce timing, mieux ça sera, au moins pour démarrer l'année. Et encore une fois, sécuriser nos volumes minimums dont on a besoin pour tourner l'activité. Vous l'avez vu en phase de Covid, on n'est pas tombé à zéro. Il y a quand même une activité qui demeure, qui reste, il faut pas oublier les basiques. On peut gérer cette incertitude, on peut gérer la difficulté, mais il ne faut pas oublier la base. Et puis après, j'ai envie de dire, après c'est le cycle normal de vie des véhicules, où là, on va encore une fois gérer, c'est le moment où on va gérer le minimax et c'est le moment où on va gérer le potentiel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à travailler sur l'optimisation du plan de rotation, où on va jouer la flexibilité chaque fois qu'on va en avoir besoin. Et puis, c'est là qu'on peut aussi renégocier. Il ne faut pas s'interdire de renégocier en cours d'année. Ce n'est pas parce qu'on a un contrat signé avec un certain nombre de clauses qu'en cours de route, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, il faut être ouvert à ça. Le constructeur, le fournisseur peut vous appeler pour dire, écoute, je suis en kikiné là sur ta projection de flotte pour tel mois ou sur tes restitutions buyback, on a du mal à écouler nos VO, ça nous arrangerait si tu décalais tes plans de retour et puis en contrepartie, on déplace un peu des livraisons. Prenez ça comme des opportunités et puis voyez comme vous pouvez en tirer profit pour réaménager vos plans. Et puis, c'est le moment aussi de la négociation, comme je le disais, des spot deals. Voilà pour le tracking. Nathalie, hier dans la présentation de Christian, on parlait du calcul de l'estimé qui donne une vision à 6 mois et du forecast qui donne une vision très précise sur les 4 prochaines semaines. Est-ce que tu recommandes que ces prévisions qui sont fournies par le RM, Revenu Management, soient aussi partagées avec les principaux constructeurs pour justement, comme tu le disais tout à l'heure, échanger sur la visibilité, leur permettre de comprendre aussi quelles sont les contraintes et puis leur donner de la perspective? Mais je pense que je pense que ce qui est important, c'est de parler la même langue avec le constructeur. Donc effectivement, après, il faut transformer ça en quelque chose qui lui parle. Mais oui, donner de la visibilité, c'est essentiel et ça fait partie j'ai envie de dire, dans les moments difficiles, c'est là qu'on voit la force du partenariat qu'on va avoir avec nos fournisseurs. Plus vous allez les embarquer dans votre histoire, plus vous allez partager avec eux vos hypothèses, plus ça va vous aider déjà pour en vérifier la faisabilité et puis pour embarquer le fournisseur avec vous de la même manière que lui sera du coup plus enclin à partager avec vous ses problématiques et en partageant les problématiques, si ça se trouve, vous allez trouver des choses qui vont améliorer la situation chez lui, améliorer la situation chez vous. Donc, plus vous partagez, oui, moi, je vous encourage à le faire. Ok, merci. Alors, on va passer au mix. Alors, parce que ça, c'est aussi un autre enjeu du gestionnaire de flotte. On a parlé tout à l'heure des volumes.
dans ces volumes, on a parlé du minimum à sécuriser, du maximum, du potentiel, mais évidemment, ça serait trop simple si on pouvait y mettre tout et n'importe quoi dedans. Il y a un mix derrière. Alors, le mix, c'est le mix catégorique quand on parle location courte durée. Et puis, quand on parle avec un constructeur, c'est des modèles qui viennent en face. Des modèles, des motorisations et un tas de choses qui vont faire qu'on va le retrouver dans telle ou telle catégorie. Donc là, les leviers, vous les connaissez. Côté demande, qu'est-ce qui va déterminer le mix? Ça va être déjà l'orientation des deux grosses segmentations qu'on peut avoir entre B2B et loisir. Le B2B, généralement, ne consomme pas exactement la même chose que le loisir et vice-versa. Et puis, on va avoir aussi des saisonnalités, des durées de location qui vont avoir leur importance sur le mix. Donc, quand on va déterminer le minimum dont on a besoin, c'est important de déterminer quel est le minimum réservé au B2B, où on va être en général, et on va essayer de se concentrer sur les catégories majeures, celles qui fonctionnent à tous les coups. Et puis, sur le loisir, on va être attentif à une demande qui... encore une fois, c'est pareil, on va être attentif aux catégories qui sont les plus demandées, les plus représentatives. Quand on est en tout cas sur la partie grise, sur la partie minimum, on sait ce qui tourne, la partie maximum, bon, ça serait bien si on avait aussi. Et dans la partie grise, on va aller y mettre vraiment les véhicules qui sortent le moins, qui ont le plus de saisonnalité, qui ont un taux d'utilisation plus faible et une contribution plus faible, parce que parfois on peut avoir une utilisation faible mais une très bonne qualité de revenu, donc ça aussi c'est un arbitrage à avoir. Et puis côté constructeur, ce qui va déterminer, puisqu'en fait à un moment c'est aussi ça, c'est la rencontre de la demande et de l'offre. Côté constructeur, qu'est-ce qui va être important? C'est la répartition à l'intérieur du volume de ce mix. Parfois on est amené à prendre certains produits qui ne sont pas forcément ceux qu'on aurait préférés, ou peut-être pas dans ces proportions-là, mais c'est ce qui participe à la qualité de l'offre dans son ensemble. Et donc, on va faire aussi là des compromis sur le mix. Et puis, c'est bien évidemment le TCO qui est le coût de détention total, détention plus utilisation. Donc là, il va falloir aussi faire des arbitrages entre le mix demandé, le mix offert et toujours en gardant à l'esprit cette notion de volume minimum, volume maximum et volume potentiel ou zone grise d'incertitude. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, apparemment tout le monde suit. Bien. C'est bon pour toi dans le timing, Nathalie? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Merci. Donc, on va passer à la partie coût. Alors, la partie coût, là, le point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que le coût de la flotte, finalement, il est composé de deux parties. Une partie qui s'équilibre entre le coût de détention, donc ce qu'on appelle le coût de détention, c'est le coût lié à l'achat. Donc, on va y trouver la différence entre prix d'achat, prix de vente. On va y rajouter les taxes, les frais de livraison. En gros, le coût de détention, c'est juste ça. Ça, c'est un coût qu'on dit aussi un coût fixe. Dès lors que j'achète cette voiture, je sais, quoi qu'il se passe, ce qu'elle va me coûter. D'accord ? Et puis après, on a ce qu'on appelle le coût d'utilisation, là, qui est lié au roulage. Donc, normalement, vous devriez observer entre 2020 et 2019, si vous avez une activité plus basse, un taux d'utilisation plus bas, vous devriez avoir un coût de détention qui est plus ou moins, alors ça dépend comment ont évolué vos conditions entre les 2 années, mais un coût de détention qui est sensiblement le même. Mais par contre, vous allez voir, vous avez un coût d'utilisation plus bas parce que la voiture a moins roulé. Donc, qui dit moins roulé, moins d'entretien, moins de réparation, moins de pneumatiques, moins de kilomètres, etc. Si vous devez vous projeter sur 2021, il est probable que vous ayez
alors je suis un petit peu optimiste, hein, j'ai fait baisser le coût de détention parce que je me dis qu'il devrait y avoir des opportunités sur le marché. Mais en même temps, vous devriez avoir une augmentation de vos coûts d'utilisation. Et si vous projetez sur 2022, faites attention, enfin 2021 et 2022, faites attention parce que votre coût risque d'augmenter par ce simple fait-là. Et donc, il ne faudrait pas se priver de volume sous prétexte que les conditions se sont dégradées, mais ce sera aussi avoir un point d'attention par rapport à l'utilisation et aux revenus que vous allez en tirer derrière. Bon, je pense que sur ça, et puis donc c'est toujours aussi, oui, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que c'est un équilibre à trouver du coup entre coût de détention et coût d'utilisation par rapport à votre profil client. Il y a quand même des clients qui génèrent des coûts d'utilisation qui sont plus importants. Donc, quand on est en période d'incertitude et sur de la flotte dont on n'est pas certaine, soyez vigilants sur cette partie-là. La saisonnalité, elle a un coût aussi. Alors, on dit toujours quand on achète des voitures pour couvrir le pic, c'est parce qu'à ce moment-là, on fait des bons revenus. Oui, mais pour avoir une vraie vision de ce que ça coûte par rapport à ce que ça rapporte, il faudrait prendre l'intégralité de la durée de détention et non pas juste les 2 mois pendant lesquels on va les louer à un prix très élevé. Enfin, je l'espère élevé en tout cas. Voilà. C'est clair pour cette partie-là? J'avance un petit peu plus vite. Sur la partie, pareil, hein, ça se recoupe aussi. C'est l'arbitrage entre utilisation et revenus par véhicule. Ça aussi, c'est des choses que vous allez devoir regarder dans la construction de vos forecasts pour l'année prochaine. C'est finalement quel est l'objectif d'utilisation que vous donnez et quel est le meilleur équilibre entre utilisation et revenus par véhicule. Parce que dans le choix des mix que l'on va faire, des mix de flotte, on peut avoir des véhicules qui produisent de très bons taux d'utilisation, mais avec des revenus et des marges, avec des revenus qui vont être plus bas et qu'on va comparer ensuite au TCO, parce qu'on peut avoir un revenu plus bas, mais un TCO aussi très bas, ce qui fait qu'on a un bon niveau de marge, ou à l'inverse, on peut avoir un revenu qui est bas avec des utilisations, avec un TCO qui est élevé. Donc, ce triptyque-là, il est à regarder dans la construction du mix. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on est dans une période d'incertitude, on va privilégier les modèles les plus contributifs et le rapport utilisation-revenu le plus pertinent. Hein. Rappelez-vous que le TCO, lui aussi, il est variable en fonction de l'utilisation. D'accord? Toujours clair? J'espère. Oui, c'est parfait. Voilà. Bon, là, finalement, je vais passer assez rapidement sur celui-là, puisque ça revient un peu à ce que je viens de dire. C'est l'arbitrage entre utilisation, TCO, revenu. Hein, c'est vraiment un triptyque à regarder de près. Donc, en synthèse, je vous ai mis ici quelques questions pour vous aider dans la construction de vos projections pour 2021. Vous avez peut-être, enfin voilà, j'ai rien inventé, vous êtes peut-être déjà très avancé sur ces questions-là, mais le minimum à se demander, c'est en effet quelle va être la part du B2B, quelle va être la part du loisir, comment la demande va se profiler 2021 par rapport à 2020 dans sa saisonnalité. Est-ce qu'on va être sur la même saisonnalité qu'en 2019 ? 2020, on l'oublie un peu avec les confinements, on a des hauts, des bas qui faussent un peu la lecture, mais la question, c'est finalement, est-ce qu'on va retrouver nos grandes périodes de loisirs? Quelle va être la taille de ces pics? Quel est le niveau de certitude, d'incertitude? Vous avez bien compris que ça, c'est important pour définir le mini, le maxi, la zone grise. Et puis, en fonction de ce niveau de certitude ou d'incertitude, est-ce qu'on est capable de le rattraper par le prix et jusqu'à quelle limite et quel est le prix minimum auquel il faudrait être? Autrement dit, comment ça se transpose par rapport au TCO? Et en face, vous allez trouver du coup le pendant côté flotte. Hein, comment bouge mon B2B
quel impact ça a sur mon mix, comment bouge le loisir, quel impact sur la rotation de mon plan de flotte, la saisonnalité, quel impact sur la durée des tensions, le niveau de certitude, c'est quoi le minimax sur lequel je dois m'engager dans mes contrats et vis-à-vis de mes fournisseurs, etc. D'accord ? Comment est-ce qu'on manage un stop and go comme on l'a fait sur les périodes de confinement qu'on vit cette année. On a sûrement appris des choses que finalement il valait mieux pas répéter, d'autres est-ce qu'on a de la place pour du spot deal et c'est quoi finalement pour chacune des catégories le maximum du TCO capable de se payer, sachant qu'on est en période d'incertitude, sachant qu'il faut qu'on se garde un niveau de marge minimum. C'est-à-dire si au final j'achète 100, je vends 80, c'est pas bon. Mais si pour attraper de la demande, il faut vendre à 80, le prix maxi c'est 80. Et sinon, j'achète pas. Voilà, ça c'est donné. L'idée, c'est qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Emmanuel, on arrive à une vision commune et des objectifs communs, ce qui va être beaucoup plus facile derrière pour chacun d'avancer et de dérouler le plan dans son exécution. C'est clair ? Oui, tout à fait. Hein ? Donc vraiment, le must-have, hein, et ça c'est une expérience, je peux vous dire que c'est du vécu. Le must-have, c'est vraiment de rester dans un mode itératif, c'est-à-dire ces questions-là, elles se posent aujourd'hui, on est au mois de novembre, elles vont se poser encore en décembre, en janvier et tout au long de l'année. Vous devez, il faut que l'exercice il soit facile à faire, que vous ayez mis en place des indicateurs, des outils qui soient faciles à contrôler, faciles à mettre à jour, de façon à pouvoir vous revoir régulièrement, voir où vous en êtes par rapport à ce que vous aviez prévu et voir comment vous repositionnez la suite de l'histoire. C'est un travail qui doit être vraiment fait de manière collective. Il n'y a pas la flotte d'un côté, le commerce de l'autre, le RCM, je ne sais quoi. C'est vraiment un travail collectif. Il faut que tout le monde s'accapare cette vision et ce forecast pour qu'il ait des chances derrière d'aboutir comme il se doit. Et puis, donc dans le partage de données, partager les mêmes indicateurs pour pouvoir partager ensemble les décisions et l'exécution. D'accord ? Alors, j'ai une petite devinette par rapport à ces indicateurs qu'on peut mettre en partage entre nous. Alors, ce sont 3 mots de 3 lettres et je vous donne… 3 acronymes, c'est ça, non ? 3 acronymes, voilà. Ok. Normalement, avec tout ce que j'ai dit avant, ça devrait vous aider pour y répondre, mais voilà. Ce sont donc, je vous laisse 1 minute pour me faire des propositions sur ce qu'est G, R, et T, Allez, à vos réflexions. Pour certains, c'est après le petit-déj. Pour d'autres, c'est après le déjeuner. Ouais, en anglais, oui, c'est en anglais. Effectivement. Il y en a un que j'ai cité plusieurs fois. Oui, oui. C'est normal parce que je suis quelqu'un d'affaires. Oui, c'est ça. Benjamin en a un. Super, il nous reste les 2 premiers de chaque côté du signe égal. Oui, on a le deuxième. Ok. Presque. C'est pas tout à fait le RPD, mais on n'est pas loin. Ah oui, c'est ça, le RPU. Voilà. Et alors le premier, et alors le premier, une idée. Une fois qu'on a le RPU et qu'on a enlevé le TCO, qu'est-ce qu'il nous reste? Allez. Ah, Sabrina est en train de taper. Ah, le gap. Le gap, oui, en effet, on peut l'appeler comme ça. On peut l'appeler comme ça et on peut l'appeler aussi gross profit per unit. Donc ça, ce sont des indicateurs que vraiment vous pouvez partager puisqu'ils réunissent tout le monde. Hein. À la fin, on travaille tous pour le même objectif qui est la marge. Hein. Alors, c'est la différence entre le gross profit per unit et la marge nette. C'est évidemment que derrière, on va y rajouter les frais financiers, on va y rajouter le staff, les agences, les loyers. On a plein d'autres charges, malheureusement. Là, c'est vraiment la différence brute. Donc, entre le revenu, alors le revenu per unit par rapport au RPD, il a l'avantage de ne pas d'intégrer l'utilisation de la flotte.
hein, puisque c'est le revenu divisé par le nombre de véhicules. TCO, donc c'est le coût complet avant frais financiers par véhicule. Et donc là, on va aussi pouvoir, quand on fait du RPU moins TCO, on peut le regarder en global, mais on peut le regarder aussi par catégorie, ce qui va nous permettre de voir finalement où sont les arbitrages. Et même pour quelqu'un de la flotte qui va négocier avec le constructeur, lui, il va le regarder même par modèle. Il va moyenner en fonction du poids du mix des modèles dans sa catégorie. Il va regarder finalement où sont ses leviers pour avoir une moyenne à la catégorie qui va être acceptable par rapport au niveau de marge qu'on cherche, par rapport aux revenus par véhicule qu'on pense être capable de générer. Voilà. Donc, les gens de flotte ont ça en tête, enfin, les négociateurs, voilà. Et le RPU, c'est la même chose. C'est que pour quelqu'un qui fait du pricing, pour quelqu'un qui va gérer la capacité, regarder le revenu par jour pour faire son pricing par rapport au marché, à la concurrence, à la durée, etc. Très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir un regard du revenu par véhicule parce que c'est quel est le profit que je tire de chaque véhicule que j'ai acheté et mis dans ma flotte et qui a un coût. Et donc, on a ça, bien évidemment, dans les apps, hein, dans la partie reporting. Vous avez tous ces indicateurs de disponibles, en tout cas en termes de revenus, pas en termes de TCO, parce qu'on ne s'occupe pas encore des coûts, mais oui, en termes de revenus, hein, il y a bien des filtres qui vous permettent de suivre le RPU dans votre élément de reporting des apps. Est-ce que ce sont des indicateurs qu'aujourd'hui, vous avez l'habitude de pratiquer chez vous? Ce sont des choses que vous regardez, qui sont accessibles facilement par toute l'équipe? Oui, oui, Ah oui, alors regardez, est-ce qu'ils sont partagés aussi? C'est intéressant, cette deuxième partie de question. Ah oui, plus ou moins. Notre expérience montre chez WeYield que les sociétés qui sont les plus efficaces sont celles vraiment qui partagent cette information au niveau de tous les interlocuteurs pour que chaque personne, même au regard de sa spécialité, puisse quand même avoir une vision transversale de ce qui fait du sens pour la société. C'est la raison pour laquelle on a mis tous ces indicateurs dans les apps. RCM, mais évitez de partager aux sales. Voilà, exactement le contraire de ce que je viens de dire. Ça, c'est pour Benjamin. Là-dessus, je suis en désaccord, mais je pense que les commerciaux aussi ont besoin d'être informés et formés autour de ces indicateurs. De s'aligner et puis à la fin c'est le juge de paix quoi, hein, c'est la mesure de performance. Est-ce que finalement tout ce qu'on a mis en place aussi bien au niveau de l'activité pricing, du yield que des achats, du TCO, de l'optimisation des plans de flotte, est-ce que finalement on est parvenu à l'objectif qu'on s'était fixé, hein. C'est le juge de paix et d'ailleurs je vous invite à jouer avec ces figures. Vous verrez que ça peut faire une belle différence sur, évidemment, ce qui nous occupe, qui est le revenu global. Je passe vite là-dessus. Il nous reste combien de temps? 2-3 minutes. 3 minutes. Allez, 5. Allez, 5. Donc, juste, je vais partager rapidement, parce que, bon, je ne lis pas dans le mar de café, mais je voudrais juste quand même partager avec vous ma vision du futur. Je dirais que 2021, ça va beaucoup, enfin la situation va dépendre beaucoup, vous imaginez bien, de notre capacité à contrôler la circulation du virus et puis des impacts de ce qu'on a vécu en 2020 sur l'économie, parce que c'est certain qu'il y en aura. Donc, j'aurais tendance à dire, RAC, donc c'est Rent-A-Car, hein, sur l'activité Rent-A-Car, je pense que on n'est pas encore à l'heure de la stabilisation. Il peut y avoir néanmoins une différence entre le premier et le deuxième semestre. Le premier semestre risque d'être encore chahuté. On peut espérer, avec l'arrivée d'un vaccin, le ralentissement qu'on a vu à l'été, choses comme ça, que S2 soit un peu plus stable. Dans tous les cas, il y a fort à parier que 2021 sera encore en dessous de 2019. À chaque fois, je vous mets la vision des deux marchés, parce que pour le gestionnaire de flotte, pour la flotte, c'est finalement, on a toujours ces deux marchés, on est tiraillé entre le monde du service, la location du courte durée, et le monde industriel
le marché automobile, parce qu'on est très dépendant de ce marché automobile. Donc, il faut le regarder de près. Donc, je pense que la capacité globale sur le marché, elle sera là et qu'on ne devrait pas avoir de problème à se sourcer par rapport à nos besoins. Elle sera inférieure probablement à 2019. Je mettrai juste une petite alerte sur le mix parce que pas mal d'usines ont été arrêtées, vont devoir redémarrer à une vitesse plus ou moins, voilà, enfin le temps de retrouver aussi une forme de stabilité. Il va y avoir très probablement chez les constructeurs des arbitrages à faire sur les lignes de produits à produire avant tel ou tel autre. On peut avoir aussi des problèmes logistiques. Donc, les problèmes logistiques, ça va être des problèmes logistiques amont chez les constructeurs parce que on est dans une économie mondialisée et que quand un pays est à l'arrêt et n'envoie pas ses pièces à un autre qui produit une partie et puis l'autre qui assemble, etc. Enfin, vous voyez bien qu'on peut avoir des effets en chaîne. Et puis nous-mêmes, on peut aussi les avoir. Moi, je me souviens d'une période, par exemple, où le volume ayant fortement chuté, les capacités de transport, les capacités des PDI, il a fallu couper dans les ressources. Et les ressources disponibles en sortie de tunnel, elles sont pas toujours là, pas toujours disponibles immédiatement. Donc, je dirais, pour 2021, ce sont mes points de vigilance. Donc, dans les types, sécuriser les minimums, sécuriser les maximums avec la flexibilité, garder de la place pour le potentiel parce qu'on va quand même viser d'aller chercher du potentiel. Soyez à l'heure. Vous avez vu, le timing, c'est important. Donnez de la visibilité à vos partenaires. Vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver comme ça. Sécuriser le mix minimum dont vous avez besoin. Et puis, 2022, on va pas aller beaucoup plus loin. Je pense que progressivement, les choses vont repartir et tout particulièrement sur les destinations loisirs. Je pense que c'est surtout là qu'on va voir la différence. Sur le marché automobile, alors attention, tous les vieux sujets vont revenir. Donc, il est possible qu'on ait une croissance des volumes, mais on va revenir la pression par rapport aux normes CAFE. Je ne sais pas si tout le monde connaît les normes CAFE, mais en fait, elles mettent des pénalités importantes sur les constructeurs qui ne respecteraient pas un objectif d'émission de CO2. Ils ont fait de lourds investissements dans l'électrique. Donc, ce sujet-là va revenir sur la table. Il va falloir très probablement intégrer plus de voitures électriques dans les flottes. Il va falloir être vigilant sur le second marché, parce qu'aujourd'hui, le VO se porte bien parce que le VN est quasi à l'arrêt ou fonctionne pas très bien. Mais en général, quand c'est comme ça, il y a des cycles et le retour, c'est que le VN prenne le pas sur le VO. Voilà. Et ils vont être très result-driven, c'est-à-dire très préoccupés par leur marge. Donc, la pression sur les prix doit être un point de vigilance pour nous pour 2022. Voilà. Et donc, ça peut aussi les amener à revoir leur stratégie vis-à-vis des RAC. Donc, soyez vigilants à votre niveau de dépendance par rapport à ça. Et pour terminer, alors, je vous laisserai ce document, donc j'ai peut-être pas besoin de le balayer, mais juste rapidement, posez-vous la question pour vos choix de flotte. Enfin, soyez attentifs à ce triptyque. Qu'est-ce qui se passe sur le marché de la location courte durée? Qu'est-ce qui se passe sur le marché automobile? Qu'est-ce qui se passe sur l'environnement? Parce que c'est de ça que vont dépendre les choix que vous allez faire pour votre flotte pour 2021-2022. Quelques tips importants. Pensez à avoir, ce qui aide quand même, c'est d'avoir un in-fleet, defleet régulier, quel que soit le niveau de sa flotte, qu'on ait une flotte de 100 véhicules, 1000, 10 000, 50 000. Plus on va avoir des entrées régulières, presque chaque jour, j'ai envie de dire, et des sorties régulières, plus on va pouvoir jouer dans un sens ou dans un autre au quotidien. D'accord? Diversifier ses sources d'approvisionnement, réduire sa dépendance, regarder la balance du risque et du buyback, c'est une opportunité. Le reste, j'en ai parlé. Hein. Win-win, donner de la visibilité, partager. Et je vous invite maintenant à définir, vous, quelle est votre vision des choses, qu'est-ce que vous attendez en regardant bien tous ces aspects-là.
Et j'en ai fini parce que c'est l'heure. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas dans le chat ou dans la partie questions. Merci, Emmanuel, c'est sympa. Est-ce que vous avez... And don't forget Cash is King. Merci, Benjamin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que ça a rapporté des questions, des réponses à des questions? Très clair, Élodie, merci. Mais surtout, c'est que ça, encore une fois, il n'y a pas de solution unique, chaque marché est différent. Mais ce qui est important, c'est la mécanique et ce que j'espère, c'est que ça vous aura donné quelques idées pour avancer. Emmanuel pose une question, les constructeurs sont-ils plus souples dans ce contexte? Ils sont comme nous. D'accord, ils n'ont pas de visibilité. Donc, Ils sont comme nous, ils n'ont pas de visibilité. Donc, tout ce que vous allez pouvoir apporter pour leur en donner, tout ce que vous allez pouvoir échanger avec eux va les aider et va vous aider. Ça, c'est certain. Moi, c'est toujours ce que j'ai joué, c'est la carte du partenariat. Dans les moments difficiles, c'est le plus important. Et du coup, elle se construit dans les moments qui vont bien. Ça se construit dans les moments qui vont bien. Voilà. Le pire à faire, je ne l'ai pas mis dans les tips, mais le pire à faire, c'est de mépriser ses fournisseurs, d'annuler ses commandes au dernier moment, de ne pas être fiable. Parce que quand on ressort de ces périodes difficiles, ils s'en souviennent en général. Est-ce que les stratégies d'achat à risque, sans risque, vont évoluer avec cette crise? C'est fonction de chaque marché. C'est fonction de chaque marché. Moi, ce que j'ai appris, c'est que finalement, avoir un peu de risque dans sa flotte, il ne faut pas en avoir non plus de trop, puis il faut savoir le gérer après, mais avoir un peu de risque dans sa flotte, ça donne quand même une bouffée d'air pour aller soit chercher des volumes, soit chercher des mix qu'on va avoir du mal à trouver en buyback, et pour avoir de la souplesse sur ces durées, parce qu'on fait ce qu'on veut finalement avec ces risques. Hein. Ok. Ah, c'est très bien, Augustin. Eh bien, merci à tous. Dernière petite problématique de logistique. Donc, on continue nos présentations au courant de cette semaine. Vous pouvez vous connecter sur le site weyield.io/events pour avoir les thématiques des autres conférences. Demain, on a Noémie qui vient nous parler de sa vision des différentes best practices, des bonnes pratiques qu'elle a trouvées, les CHM chez WeYield. Et puis jeudi, on a le témoignage, un cas client, Étienne de Casabianca pour Europe Car Atlantique. Pour ton témoignage, ton expérience et ce partage de vision, c'était très instructif. Merci à tous pour votre participation. Et je vous dis à demain même heure pour ceux qui voudront participer. Salut à tous. Merci.